Généralement, dans un conflit, nous pensons être du bon côté de l'histoire. Nous pensons avoir raison. Nous pensons faire les choses pour le mieux. Et donc, quand ce qu'on cherche à faire ne marche pas, on a tendance à vouloir le faire un peu plus. Je veux te convaincre de quelque chose, tu n'es pas d'accord, mais je pense vraiment que j'ai raison. Je vais essayer de te convaincre plus. Je vais essayer de t'expliquer plus. Je vais essayer de te donner plus d'éléments pour faire. C'est un réflexe parfaitement humain, extrêmement occidental, mais parfaitement humain, que nous avons tous. Prenez conscience que vous alimentez les conflits en gardant la même stratégie. Donc de deux choses l'une. Il y a un conflit. Vous faites un truc instinctivement. Ça marche, fin de l'histoire. Ça marche pas, ne faites pas un peu plus de la même chose. Salut Cécile. Salut Patrick, est-ce que ça me fait plaisir d'être là? Eh ben ouais, moi aussi je suis trop content. Et dans les tables rondes, on est généralement des consultants Albus ensemble. Et toi, tu es une consultante, coach, tu vas te présenter. Moi, je suis coach de dirigeant et j'ai un passé de 30 ans d'accompagnement de manager, d'abord dans la formation, puis dans le conseil en management, et puis maintenant en coaching. Et alors on se retrouve aujourd'hui, on se connaît pas depuis 30 ans, nous tous les deux, Non. et encore parce que on se connaît depuis quelques mois maintenant, on se suit sur les réseaux depuis quelques mois aussi, on commente nos différents contenus. Mais je dis et encore parce qu'en fait on est issus d'écoles de conseil qui sont cousines, on peut dire ça. Tu te nommes toi-même, toi t'es notre vieille tante, c'est ça? La vieille tante, ouais. Donc je vous présente notre vieille tante, Cécile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Moi, j'en parle depuis des années, pas du tout avec ton niveau, mais heureusement, tu es là pour m'aider à relever le niveau, justement. On va parler du jeu de Go, on va parler de stratégie donc relationnelle. Vaste sujet, le jeu de Go. Vaste, très vaste. Est-ce que tu peux juste nous dire très rapidement ce que c'est le jeu après, on le présentera plus, mais juste là, on en a un devant nous de jeu de Go, et puis après, on va parler vraiment de management pendant toute la table ronde. Alors le jeu de Go, c'est le plus vieux jeu du monde. Il est apparu en Chine il y a à peu près 4000 ans, en même temps, disons que l'écriture chinoise. Et c'est, au fond, une représentation symbolique de la pensée chinoise, ou en tout cas de la manière dont les anciens Chinois voyaient les interactions au sein de l'univers. Là aussi, c'est extrêmement vaste. C'est un voyage culturel et historique très très long, mais c'est plein d'enseignements qui me passionnent moi depuis 35 ans. Évidemment, si vous êtes familier du jeu de Go ou que vous ne connaissez pas du tout, je vous invite à liker, commenter cet épisode, posez-nous vos questions, on vous le redira tout au long de l'épisode et on est parti. Vous allez voir, on va essayer aujourd'hui de parler du jeu de Go à travers un problème que vous rencontrez presque tous, en tout cas que nous on en rencontre extrêmement souvent, le problème des impasses relationnelles. Parce que depuis 30 ans que tu fais du conseil et moi 20, finalement, on se dit tous les deux, le truc le plus dur à gérer quand on est manager, c'est l'impasse relationnelle. L'impasse relationnelle, en fait, c'est ce qui reste quand on a tout résolu. Ouais. Quand on a résolu les problèmes techniques, les problèmes logistiques, les problèmes financiers, les problèmes administratifs, les problèmes juridiques, qu'est-ce qui reste? Il reste les relations difficiles. Il reste les trucs qui provoquent des émotions pas toujours très confortables, pas toujours très avouables en situation professionnelle. Et c'est ce qui empêche de dormir la nuit et d'avancer le jour. Ah ouais, moi je suis le premier exemple de ça. C'est les problèmes relationnels qui me causent le plus de soucis. Et je pense que pour la plupart des managers, c'est quand j'ai deux personnes de mon équipe qui sont en guerre ou quand je suis moi-même en guerre avec quelqu'un de mon équipe, un client, un machin. Ça, c'est évidemment des problèmes qui nous touchent beaucoup. Dans les problèmes relationnels, il y a la relation qu'on entretient, nous, chacun d'entre nous, avec nos schémas de pensée. Et en particulier, moi, quand j'interviens en entreprise avec le jeu de Go, c'est très souvent pour aider des gens, en fait, à réassouplir leur façon d'envisager leurs problèmes stratégiques, parce qu'ils sont tellement attachés, nous sommes tellement attachés en tant qu'êtres humains à nos schémas de pensée existants que devoir en adopter de nouveaux pour sortir justement d'une impasse stratégique ou pour faire évoluer les choses, c'est extrêmement dur. Et je finis par me rendre compte à la fin que ces problèmes stratégiques ne sont pas des problèmes intellectuels. Toutes les personnes à qui je m'adresse sont ultra bien câblées. Ce qui pose problème, c'est la relation entretenue par l'être humain dont toi et moi faisons partie et nos schémas de pensée. Et c'est en ça que, en prenant ça comme un sujet finalement relationnel, je trouve qu'on fait des choses beaucoup plus efficaces. Et puis pour moi, il y a un troisième blocage relationnel qui est très fort dans les entreprises et particulièrement dans l'industrie que, comme tu sais, j'affectionne beaucoup. C'est ce qu'on appelle la passivité, c'est-à-dire l'absence de relation, ou l'absence de relations productives. Tu vois, c'est toutes ces relations où on cherche à avoir des initiatives,
On cherche à avoir des réactions, on cherche à avoir des commentaires, des idées, des propositions, et on a du silence ou du oh, on fera comme tu veux, chef. Donc en fait, cette relation qu'on aimerait ou qu'on rêverait plus productive et qui reste extrêmement light, etc. Bah pour moi, c'est l'autre côté de la pièce du conflit. Ouais. Mais c'est tout aussi perturbant, tout aussi angoissant. Et moi, c'est un des points sur lequel on va revenir plus tard, mais pour moi, c'est un des points relationnels qui me paraît aussi être le plus lourd dans l'entreprise. Mais en gros, voilà, on va parler du jeu de Go pour résoudre, ou en tout cas pour vous aider à résoudre, hein, je ne sais pas si ça résout de façon magique et immédiate, mais en tout cas, ça aide beaucoup quand même, les impasses relationnelles, qu'elles soient conflictuelles, stratégiques, ou liées à de la passivité. Il y a un truc très important dont il faut qu'on parle, c'est que pourquoi le Go est vraiment intéressant, et pas uniquement marketingement, c'est parce que il est un jeu porteur, on va dire, des stratégies relationnelles asiatiques, qui, comme vous pouvez l'imaginer, sont très éloignées des stratégies relationnelles occidentales européennes. Et donc, elles apportent une réponse très différente aux stratégies qu'on a habituellement en France. En tout cas, en France ou en tout cas en Europe occidentale. Est-ce que tu peux juste nous faire dire quelques mots sur justement cette différence de stratégie, peut-être en parlant un peu des échecs aussi? Alors en effet, les échecs, c'est finalement la représentation symbolique de la civilisation ou des civilisations russo-occidentales. Hein. Alors ça fait très très large. Tout à l'heure, je te disais, le Go, c'est une représentation symbolique de la nature vue par les anciens Chinois. Ce tableau, c'est la Terre. 360 intersections, carrés, c'est l'infiniment grand, fixe. Hein, donc ça symbolise la Terre. Et puis les pierres que tu vois là, c'est les 10 000 êtres. Hein, c'est le yin, le yang, c'est les transformations de l'univers. Et donc le Go est une représentation symbolique de la nature dans laquelle deux énergies contraires et complémentaires s'agencent de manière toujours changeante et toujours impermanente et toujours de manière aussi interactionnelle. C'est-à-dire que chaque force porte en elle son contraire et il y a une sorte de partage et de coexistence de ces deux énergies entre elles. Et donc la notion fondamentale du Go, c'est tout dans l'univers est interaction entre des forces opposées et complémentaires qui se partagent l'univers. Voilà. Et donc du coup, vraiment pour bien comprendre, parce que vous connaissez sûrement un petit peu mieux les échecs. Les échecs a beaucoup de points communs d'abord, hein, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a aussi un fondamental culturel énorme. Hein, comme vous le savez, il y a des films, des livres. Hein, le joueur d'échecs, ça existe, la joueuse de Go, ça existe. Il y a des livres de stratégie militaire basés sur les échecs, il y en a aussi sur le jeu de Go. Absolument. Donc c'est des jeux qui, tous les deux, ont cette puissance culturelle, on va dire, pour simple. Mais sauf que là où toi tu dis, c'est un jeu d'interaction et de coexistence, t'as pas prononcé le mot, mais où en fait on va jouer ensemble sur le damier, qui s'appelle un goban, hein, si vous entendez le dire. Aux échecs, vous le savez, les pièces ont des valeurs. Hein. On peut sacrifier un pion pour sauver sa reine aux échecs. On va le faire souvent d'ailleurs. Là, vous avez vu, toutes les pièces sont les mêmes. Enfin, elles ont une couleur juste pour signifier qui a joué entre noir et blanc, mais par contre, elles n'ont pas de signification particulière. Elles sont toutes identiques. Ouais. Et donc, il y a vraiment déjà une différence dans le rapport au pouvoir, le rapport au rôle des uns et des autres. Absolument. En fait, les échecs, c'est une société hiérarchisée dans laquelle le pouvoir est fonction de la position de la pièce dans la hiérarchie. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du pouvoir individuel dans une hiérarchie. Et d'ailleurs, la symbolique des échecs, c'est une symbolique de l'affrontement politique. Et le but du jeu, c'est de tuer le roi adverse, parce que sur un trône, il y a la place que pour un roi. Et la symbolique de l'échiquier, c'est le dallage des palais, au centre duquel il y a le trône. Et juste, du coup, parce qu'on parlait de relationnel, vous voyez bien, et si vous réfléchissez un peu à la façon dont on a l'habitude de résoudre les problèmes relationnels ici chez nous, en France ou en Occident plus généralement, on voit bien qu'on a un rapport conflictuel au problème, pas forcément aux autres, mais au problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'envie de réduire le problème à néant, d'éliminer le risque, d'éliminer le problème. Ça, c'est très échec comme système. Hein. Alors que dans le jeu de Go, pour faire très simple, on va chercher à vivre avec, l'encercler, le laisser vivre, mais le laisser vivre là où il a le droit d'exister et pas ailleurs. Et ça a l'air tout bête, hein, mais ça change énormément de choses, vous allez le voir, dans la façon dont on résout les problèmes de management. Et ça a une énorme application managériale pour moi. Moi, c'est ce que je dis sur le jeu de Go. Si vous devez retenir qu'une seule chose, moi, quand j'explique ça, je dis c'est le rapport au problème. En Occident, on va dire, je fais des gros raccourcis, hein, mais le problème nous angoisse.
parce le problème est un problème. Il faut absolument le combattre, il faut absolument le réduire à néant. Et on est heureux que quand il n'existe plus. C'est pour ça que vous avez beaucoup de dirigeants extrêmement stressés. Alors, ils peuvent l'être en Asie pour d'autres raisons, mais en tout cas, ça, c'est un système qui est problématique et qui fait qu'on a des spirales en Occident qui parfois ne marchent plus du tout. Quant au jeu de Go, il est issu des civilisations qui ont aussi inventé la philosophie zen, et c'est pas du tout un hasard, c'est qu'il a un rapport au problème beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, moi j'ai une petite phrase que je dis dans les usines, hein, une usine sans problème, j'en connais, elles ont un point commun, elles sont fermées. Et ça, c'est très jeu de Go comme histoire, c'est-à-dire c'est de se dire, mais en fait, on peut pas avoir l'ambition d'avoir un système sans problème, on peut pas avoir l'ambition d'une partie de jeu où l'adversaire ne nous en poserait pas des problèmes. Ça fait partie du jeu, ça fait même partie du plaisir. Et donc, il y a un rapport au problème qui est beaucoup plus apaisé en Asie et que le jeu de Go nous réapprend. Mais c'est pas que le jeu. Hein. La philosophie zen, elle est là-bas. Le welcome problem qu'on a traduit dans le système Lean Toyota, welcome problem, hein. Bienvenue les problèmes, on est content de les avoir. Donc ça, pour moi, c'est un enseignement qui est vraiment capital. Et mon expérience de 20 ans de conseil, c'est que on aide énormément et vous vous aiderez énormément si, quand vous avez un problème, vous apprenez à ne pas le paniquer et à arriver à dire « Ok, on a un problème, ce n'est que normal, ce n'est que la logique des choses, en fait. » Et je trouve que c'est vraiment passionnant, juste avec ça, de se dire qu'on a déjà un enseignement intéressant pour vivre dans les entreprises. Il y a aussi quelque chose, moi, que je trouve intéressant à connecter à, finalement, au vocabulaire du leadership d'aujourd'hui. Si on a dans les échecs le côté hiérarchique et individuel, le Go, c'est vraiment un jeu d'intelligence collective, dans le sens où une pierre, comme tu disais tout à l'heure, n'a pas de valeur en tant que telle. Elle n'a de valeur que par rapport aux autres pierres, donc que dans ses connexions aux autres pierres, et dans le temps et dans l'espace. Et donc, l'individu n'a pas de valeur. Pour nous, c'est... les Occidentaux, c'est vachement compliqué à vivre. Hein. Il n'en reste pas moins que au Go, puisque c'est un jeu d'encerclement et qu'à la fin de la partie, les territoires vont être encerclés par une chaîne de pierres de la même couleur, c'est la chaîne de pierres qui a de la valeur. C'est l'agencement des pierres dans l'espace qui finalement crée des zones d'influence qui sont efficaces ou pas efficaces et qui vont finir par faire du territoire. Donc ça, c'est vraiment important. Je trouve que la connexion entre la logique du Go et l'intelligence collective est extrêmement forte. Et en tout cas, ça fait vraiment partie des sujets, je trouve, qui sont intéressants à aborder avec le Go. Alors, on a décidé, pour vous donner le risque avec le jeu de Go, c'est d'être très théorique, on a décidé de prendre 3 exemples. Il y en a 2 que Cécile va plutôt vous raconter. On va prendre les 3 types de problèmes ou d'impasses relationnelles qu'on a définis au début de cette discussion. On va commencer par l'impasse stratégique. Tu vas nous raconter comment le jeu de Go a permis de sortir de l'impasse relationnelle et puis on essaiera ensemble de généraliser pour que ça puisse vous aider dans vos impasses stratégiques, donc prochaines ou actuelles. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est un directeur commercial que j'ai accompagné, que j'ai coaché pendant 3-4 mois, autour de la conquête d'un grand compte qui était particulièrement compliqué. Ce grand compte, c'était dans le domaine aéroportuaire et c'était un client avec une gouvernance super compliquée, très conflictuelle et une très grande difficulté pour mon client à faire son chemin de développement commercial. Il se trouve que je travaillais pour son cabinet à l'époque, c'est un directeur commercial dans le conseil. L'occasion s'est présentée qui me raconte en fait toute sa stratégie de développement de ce grand compte. Et on s'est vu tous les 15 jours comme ça pendant 4 mois et il me racontait ses actions de développement de ce compte. Je lui faisais des retours sous forme de proverbes de Go. Il retournait à son truc et puis on se revoyait 15 jours plus tard, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que ce garçon qui était vraiment un commercial brillant et puis qui était, on va dire, il était du cœur à l'ouvrage. Hein. Il voulait craquer cette noix qui était difficile. Je me suis rendu compte qu'un de ses réflexes, c'était de vouloir s'approcher du soleil. S'approcher du soleil, en tout cas. Monter dans la hiérarchie. Monter dans la hiérarchie et monter jusque tout en haut de la hiérarchie, laquelle était dominée par 2 mecs qui se haïssaient, qui ne perdaient jamais une occasion de se taper dessus, d'annuler, d'anéantir les efforts de l'autre, etc., etc. À chaque fois qu'il y en avait un qui levait le petit doigt, l'autre lui tapait dessus, etc., etc. Ce qui faisait d'ailleurs que le fonctionnement de cette organisation était un véritable miracle, en fait. Hein. Ou un enfer, oui, probablement. Les 2. Ouais. Bref. Mais donc là-dedans, mon client, lui,
parce que c'était comme ça qu'il avait appris à développer des grands comptes, il voulait s'approcher du DG parce que c'était le DG qui avait le pouvoir de commande en tant que DG, avec son beau stylo doré, tout ça. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qui est l'impasse relationnelle, c'est-à-dire Absolument. une personne très intelligente, c'est important, hein, parce que s'il est complètement idiot, on n'a plus le même problème, mais en tout cas très intelligente, qui est persuadée que son succès passe par une réalisation spécifique. Voilà. Et cette réalisation spécifique, c'est l'accès à la direction générale, comme ça a marché chez tous ses autres clients au préalable. Et ça, c'est vachement important. Donc, il y a dans sa tête un chemin de succès extrêmement bien tracé qui dit succès égale accès à la direction générale. Hyper important. Donc ça, c'est échec à 2000%, au sens pas échec, erreur, enfin, on est en échec, mais au sens jeu d'échecs. C'est-à-dire, et ça peut marcher, hein, et c'est pas un jeu nul, hein, les échecs, c'est un jeu magnifique aussi. Donc, mais on est vraiment dans les échecs, c'est-à-dire ce qui a marché avant va marcher après, et plus je suis près de la reine ou du roi, mieux je suis dans mon système. Donc on est doublement dans un raisonnement occidental, et je vous invite à prendre 2 secondes à ce moment-là de l'histoire pour mettre un peu en perspective les moments où vous avez ce genre de réflexe. Il faut que je parle au chef, il faut que je parle au patron. Ça a marché plusieurs fois et donc je vais le refaire, etc., etc. Et je pense, si on est un peu honnête et que vous avez plus de 2 mois d'expérience, que vous allez trouver des exemples. Moi-même, j'en ai quelques-uns sur des erreurs que j'ai fait moi-même. Vous avez des exemples de ce genre d'impasse. Et alors, comment tu as fait du coup pour l'aider à sortir de ce mauvais pas? À ce moment-là, il venait de réussir un petit projet dans un coin avec un directeur opérationnel qui voulait vraiment l'aider à se développer. Et son client de l'époque, hein, qui était très content, avait bien compris que ce que mon client voulait, c'était aller taper à la direction générale. Et donc, le client de mon client avait obtenu de venir à une réunion dans laquelle seraient présents les 2 directeurs généraux et flanqué de son consultant, donc de mon client. Mon client était super content, etc. Il arrive, hyper excité à notre séance de coaching. Il dit, bon, alors Cécile, il faut que tu Victoire. Victoire. J'ai pris le fou. Ouais, exactement. Aide-moi à préparer cette réunion. Et moi, j'étais beaucoup moins enthousiaste que lui, en fait. Et puis, je sentais qu'il fallait quand même pas trop le froisser et tout. Et il était intéressé par le jeu, on jouait un peu, etc. Et puis, dans les commentaires de partie que je sélectionne toujours avec un peu de malice, je finis par lui sortir: «Oh bah, tu sais, Hugo, le profit, ça se fait sur les bords. Au centre, on ne mène que des combats». Alors comme c'était comme pas la moitié d'un con, il me dit: «Toi, tu veux me dire quelque chose?» «Ah bon?» Et on embrayé la discussion là-dessus. Et au fond, ces proverbes de Go, ce ne sont jamais que des recadrages, des métaphores, etc., qu'on utilise énormément en coaching, en conseil. Petit à petit, donc au cours de la discussion, je l'ai amené à se dire que il avait une légitimité formidable et il faisait son beurre. Donc, en tant que directeur commercial, il gagnait de l'argent à faire des projets dans les coins un peu sous les radars et à en faire dans le coin ici, puis dans le coin là, puis à la direction truc, puis à la DRH, puis etc., à la logistique, etc. Et que comme ça, en fait, il s'implantait un peu partout dans cette gigantesque organisation et que au centre, il y avait un combat qui le dépassait largement qui se menait. Peut-être il aurait des bonnes raisons de se rapprocher du centre, mais qu'on se rapprochait du centre, il y avait beaucoup de coups à prendre. Parce que s'il prenait parti pour l'un des directeurs généraux, alors l'autre allait le tuer, mais s'il prenait parti pour le deuxième, alors c'est le premier qui allait le tuer. Et que de toute façon... parti pour personne, c'était pas la peine d'y aller. Exactement. C'était une séance qui était vraiment délicate, parce que je savais que je m'attaquais à quelque chose qui était très ancré chez lui. Alors, essayons de généraliser, on va pas passer 1 heure là-dessus, mais de généraliser 2 minutes, parce que c'est vraiment intéressant. On a dit, ça, c'est un réflexe d'échec, on l'a tous, je pense. En fait, pour moi, il est dans l'éducation et tout ça, c'est normal. Ce que je trouve très intéressant, c'est arriver à se dire, OK, je dois cultiver mes relations indépendamment du pouvoir des gens, enfin, du pouvoir individuel des gens. Ça, pour moi, c'est un grand changement. Et si vous êtes en difficulté dans votre stratégie, dites-vous que vous avez beaucoup à gagner des gens auxquels vous attribuez peu ou pas de pouvoir. J'avais à l'époque, pareil, un directeur commercial qui était dans un grand compte de la cosmétique, et dès qu'il passait un cran, c'est-à-dire que dès qu'il rencontrait quelqu'un du niveau supérieur, il oubliait les gens du niveau inférieur. Il s'est retrouvé tout seul. Et donc, en fait, plutôt de se dire, non seulement je vais prendre les gens à qui j'attribue peu ou pas de pouvoir, mais par contre du nombre,
Et puis en plus, ça me donne des infos et en plus, ça me fait connaître les choses. Et je vais même, moi, maintenant, jusqu'à dire, ayez de l'attention pour les gens que vous considérez comme étant parfaitement inutiles dans votre système. Par exemple, moi, maintenant, je fais beaucoup dans mes relations commerciales, je garde beaucoup contact avec mes amis retraités, avec les gens qui sont en arrêt, entre deux postes, Les assistantes. les assistantes, etc. Mais les retraités, c'est frappant parce que vraiment, on pourrait se dire, vraiment, ça sert vraiment à rien. Ça sert jamais à rien. Ils ont des amis, ils ont des contacts, et puis même s'ils en ont pas, en fait, ça continue à te donner de faire ça. Donc, l'utilité des contacts, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Et je pense que le Go nous invite à le faire et les échecs pas du tout. Cette fascination pour le pouvoir, les grades, est un travers des échecs. Et puis, le pouvoir hiérarchique n'est qu'une forme de pouvoir. Oui, Quiconque s'est déjà fait jeter à la porte d'une boîte de nuit sait que le videur, qui est quand bien sûr, même tout en bas de l'échelle, a un bien pouvoir. sûr. Quiconque s'est fait badger l'ascenseur par une réceptionniste ou un réceptionniste le jour où il avait oublié son badge, sait qu'un réceptionniste a le pouvoir de vous laisser rentrer ou non. Et puis moi, je vais te dire, tu sais, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps avec des opérateurs, avec des gens de terrain dans les usines, etc. Ils ont peu de pouvoir, ils peuvent pas me bloquer ou quoi que ce soit, mais par contre, ils connaissent tellement leur métier, ils connaissent tellement leur vie, leurs produits, leurs machines, même s'ils n'en ont pas, des fois c'est un peu injuste d'ailleurs, ils en ont pas, mais ils t'en donnent beaucoup, parce qu'en fait, ils te donnent leur parler, leur façon de penser, etc. Et moi, je me rends compte dans les comités de direction qu'une grande partie de ma crédibilité vient du fait que je donne le sentiment de comprendre les opérateurs. Et pourquoi? Parce que j'aime discuter avec eux, donc je les comprends probablement Mmh. effectivement. Et donc ça, c'est aussi cette idée de se dire, voilà, je hiérarchise pas et je change. Je trouve ça un bel enseignement du coup. On avait listé une deuxième impasse, relationnelle qui est un pur conflit. Ouais, ça c'est dans la mode. Dans la mode qui, comme beaucoup de nos auditeurs savent, traverse une période pas facile et j'ai été amenée à coacher une directrice financière dans une enseigne de mode qui allait vraiment pas bien et cette directrice financière qui avait donné toute sa vie à cette boîte, qui était, hyper investie, qui connaissait, la stratégie de la boîte sur les bouts des doigts, qui avait un talent pour partager la stratégie de la boîte avec tous les collaborateurs et cetera. Genre franchement, je souhaite à tous les directeurs financiers de porter la boîte comme elle la portait, quoi. Vraiment, il y avait quelque chose de très fort chez cette femme. Elle était aux premières loges pour connaître les difficultés financières de sa boîte. Elle avait tous les matins des fournisseurs qui venaient jusque physiquement dans les locaux la menacer, physiquement, parce qu'elle ne les payait pas, quoi. C'était super dur. Et voilà, donc elle était sous une pression absolument terrible, parce qu'il y avait donc les fournisseurs qui venaient, il y avait les salariés qui comprenaient pas, qui s'inquiétaient pour pour leur emploi. Et puis, il y avait tous les membres du comité de direction qui s'étaient fait couper les budgets, voilà, et personne n'était content, quoi. Et donc c'était la grande méchante. C'était la grande méchante et la grande méchante avec un cœur énorme comme ça et qui en souffrait terriblement, en fait. Et donc son coaching s'est principalement déroulé autour de ça, autour de ces difficultés, en fait, relationnelles qu'elle vivait super mal. Et elle savait que ces difficultés relationnelles, ou en tout cas que les difficultés financières, étaient plus grandes qu'elle. En fait, ce qu'elle voulait, c'était prendre un peu de recul par rapport à tout ça pour pas se faire bouffer. Et ça, je refais une pause comme la dernière fois sur, voilà le problème. Là, il est évidemment relationnel, beaucoup plus que stratégique. Ouais. C'est un problème qui est assez fréquent puisque vous voyez bien que dans les conflits, si vous pensez aux conflits auxquels vous avez été mêlé ou auxquels vous avez assisté, tout le monde trouve toujours ça un peu injuste. C'est très rare qu'on ait un conflit où on se dise oui, non, mais c'est normal. En fait, non, en fait, c'est toujours un peu moi je fais de mon mieux ou... Et donc, du coup, l'injustice du conflit, pour moi, est une permanence quasiment chez les individus. Il faut comprendre qu'ils sont toujours, nous sommes toujours dans cette situation de conflit où on a l'impression d'être la victime de quelque chose qui nous dépasse un peu. Et donc là, on est tout à fait dans ce cas-là. Alors, comment tu as aidé cette dame? Alors, je vais te raconter un épisode en particulier. Il y avait un de ses collègues du comité de direction qui était un gars un peu coquin, qui était un peu manipulateur, quoi. Et il avait un talent pour venir dans son bureau, bloquer la porte et puis
Il dire, tu sais quoi, j'ai obtenu j'ai obtenu de machin chose. Alors c'était une fois l'informatique, une fois le DG, une fois ceci, une fois cela. Le budget là finalement que tu m'avais coupé, en fait, bah finalement tu vas me le redonner. Elle essayait de répondre, mais oui, mais non, mais machin, d'argumenter, de ceci, de cela, de machin. Et puis le mec, il finissait toujours par la coincer en fait. Et donc plus elle argumentait, et plus le mec il contre-argumentait avec une mauvaise foi, mais Ultime. ultime. Ce qui, elle, en plus, la rendait dingue. Et donc, c'était une espèce de bras de fer auquel il était plus fort qu'elle parce qu'il était plus retors. Et il repartait régulièrement de son bureau à elle avec ce qu'il voulait, en fait. Hmm. Elle avait le sentiment de se faire rouler dans la farine à chaque fois. Et de fait, à chaque fois qu'après ça, elle allait vérifier à l'informatique, à la direction générale, à la DRH, ce que le mec lui avait dit, il l'avait enfumé total. Non seulement elle se sentait manipulée, elle se sentait acculée, mais en plus, elle avait vraiment l'impression qu'il la lui faisait à l'envers, en permanence. Elle était très, très en colère. Ah Et ouais. donc, plus elle était en colère, et plus elle devenait agressive, etc. Elle Donc, devait être méfiante, ça devait être la cata. donc c'était vraiment le cercle vicieux parfait. Le proverbe de Go avec lequel je l'ai aidé là-dessus, c'est on ne se bat jamais en situation défavorable. C'est-à-dire que pour se battre, tu patientes, tu te renforces et tu ne te lances dans la bataille qu'à partir du moment où tu es en position favorable pour gagner. Et donc, ça veut dire que tant que le rapport de force n'est pas en ta faveur, tu ne te bats pas. Ah ouais, mais qu'est-ce que je fais? Bah, tu dis oui, oui, je vais y réfléchir. Ou tu dis, bah, donne-moi 24 heures et je reviens vers toi. Et dans les 24 heures, tu vas voir ton directeur informatique, ta DRH, machin, etc., pour Pour voir. vérifier. Et puis, il y a de bonnes chances pour que le directeur informatique ou la DRH, qui que ce soit d'autres, te disent, mais le directeur commercial, là, il fume. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tes autres interlocuteurs du CODIR, ils vont se connecter avec toi, ils vont s'allier avec toi. Et puis à deux, bah, vous serez beaucoup plus fort pour démasquer l'imposture, la manip, etc. Alors, il y a eu ce truc-là qui était le mouvement stratégique, qui était se renforcer avant d'attaquer. Mmh. Et puis après ça, il fallait traiter la colère. Mmh. Savoir simplement répondre au mec sans réagir et sans mettre d'émotion. Et ça, c'était vraiment, tout le truc, ça a été d'accueillir les visites de ce gars-là qu'elle redoutait, en disant, écoute, tu Bienvenue. tombes bien. Entre, assieds-toi. Je- Tu veux un café? Assieds-toi, Bien je t'écoute. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Voilà. Il y a quelque chose que je pense qu'il faut retenir, c'est que ce qui est un peu lié avec le fait qu'on se sent tout le temps victime, pratiquement dans un truc relationnel, c'est l'expression faire un peu plus de la même chose. C'est-à-dire que généralement, dans un conflit, nous pensons être du bon côté de l'histoire. Nous pensons avoir raison. Nous pensons faire les choses pour le mieux. Et donc, quand ce qu'on cherche à faire ne marche pas, on a tendance à vouloir le faire un peu plus. Je veux te convaincre de quelque chose, tu n'es pas d'accord, mais je pense vraiment que j'ai raison. Je vais essayer de te convaincre plus. Je vais essayer de t'expliquer plus. Je vais essayer de te donner plus d'éléments pour faire. C'est un réflexe parfaitement humain, extrêmement occidental, mais parfaitement humain, que nous avons tous. Et ce que je trouve intéressant dans cet exemple-là, c'est de comprendre que quand ça marche pas, c'est certes parce que l'autre est retors, et c'est lui le connard, méchant pardon, d'histoire. ouais, un peu connard là, donc pardon pour les termes techniques, mais néanmoins, c'est elle qui l'alimente. Et ça ne fait pas d'elle une coupable. Prenez conscience que vous alimentez les conflits en gardant la même stratégie. Donc de deux choses l'une. Il y a un conflit. Vous faites un truc instinctivement. Ça marche, fin de l'histoire. Ça marche pas, ne faites pas un peu plus de la même chose. Et ça, c'est hyper dur. C'est difficile. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des petites phrases ou des petites idées, des petites méthodologies, des rapports pour qu'il nous dise pas plus de la même chose, pas plus de la même chose, pas plus de la même chose. Donc c'est un peu un coaching individuel. Là, c'est toi qui le faisais, mais vous pouvez essayer de le faire un peu dans votre quotidien si vous n'êtes pas trop, si vous êtes un tout petit peu en maîtrise, de vous dire tiens, est-ce que je pourrais faire autre chose? Arrêtez d'essayer de la convaincre. Arrêtez d'essayer de résister. Comment je peux ne plus résister? Et ça fonctionne très très bien quand vous êtes dans l'impasse. Quand ça marche, ça marche. Et moi, maintenant, j'ai très envie de t'entendre sur ton exemple à propos de la passivité, parce que c'est quelque chose auquel j'aurais pas pensé et que je vais te piquer avec gourmandise. La passivité, c'est pour moi l'impasse relationnelle la plus fréquente dans les systèmes managériaux hiérarchisés à la jeu d'échecs. Plus tu hiérarchises ton système, plus tu finis par avoir des gens qui
font leur job et pas plus, et ne prennent pas plus de responsabilités, voire moins que ce qu'on leur propose. J'ai là en tête une usine chimique complexe, donc, hein, avec des risques, on peut pas faire n'importe quoi, c'est une usine dangereuse, dans lequel des décennies de systèmes hiérarchisés ont amené le site dans une sorte de léthargie où chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il veut le mieux pour son site, pour son équipe, pour produire mieux. Souvent, ils sont humanistes, ils sont charbants. Enfin, c'est des gens super, pas de problème, qui ont envie de créer un système managérial ouvert, promouvant, où tout le monde peut s'exprimer, où on peut prendre des initiatives, où on n'est pas obligé de faire remonter les décisions tout en haut pour qu'elles redescendent de l'autre côté, où les conflits peuvent se faire. Bref, désiloter, décentraliser, tout ce que vous connaissez probablement dans vos entreprises. Du côté des intentions, pas de problème, tout marche. Mais du côté de la réalisation, on se heurte à un problème relationnel qui est la passivité. Ouais. Et qui est un problème relationnel désespérant, parce que même si j'ai des meilleures intentions du monde, je me heurte à 50 ans de management où on n'encourage pas ça. À 50 ans de coups fourrés en CSE, à l'époque ça s'appelait CE, pour essayer de mettre un peu plus de côté en trompant un peu nos partenaires. Et donc, les gens sont méfiants. Donc ça, c'est pour moi le cas relationnel qui est cette relation qu'on aimerait autrement et qu'on n'arrive pas à faire et les gens ne nous croient pas. Quand on dit « mais si, vous pouvez vous exprimer », les gens ne le font pas. Hein. Et vous avez des blancs dans les réunions. J'imagine que tu as dû voir ça dans 2 ou 3 autres cas. Le jeu de Go m'a aidé à concevoir cette mission d'une façon très indirecte. En me disant, en fait, je ne peux pas envoyer mes managers faire plus de la même chose, c'est-à-dire demander encore plus à leurs équipes de participer, de faire des propositions et de régler les problèmes entre eux. En fait, dans cet espace-là du damier, ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas parce que, d'abord, ça ne marchait pas quand ils le faisaient, mais aussi parce que les managers avaient du mal à s'imaginer différents. Hein. Dans le cas de ta directrice financière, elle est tellement en souffrance qu'elle arrive à se dire « il faut que je fasse autrement ». Mais là, eux, c'est pas de la souffrance, c'est rien. Enfin, c'est une souffrance, mais il se passe rien. Donc, je suis pas vraiment en conflit. Hein. Je le vois pas comme un conflit, je le vois comme un néant. Ouais, et puis dans ce néant, en fait, la tentation de remplir à soi-même, tout seul le vide, est tellement forte. Ah oui, et puis c'est une tentation. Et puis en plus, comme c'est des gens très engagés et très professionnels, ils le font. Hein, ils prennent la place. Mais je me rends compte que quand on leur dit non, il faut que tu arrêtes, il faut que tu les laisses, il faut que tu laisses un blanc jusqu'à ce qu'ils le coupent. En fait, c'est des propositions de consultants, ça. C'est-à-dire qu'en vrai, ils sont face à leur équipe. Vous n'êtes pas capable de faire ça parce qu'émotionnellement, c'est beaucoup trop dur. Le jeu de Go nous apprend une chose toute bête, qui est que il faut savoir établir ses territoires là où l'espace est libre. C'est tout con. Mais en fait, c'est pas forcément dans votre réunion de service toute coincée que vous allez améliorer les choses. C'est en créant un autre espace. Donc, ce qu'on a fait dans cette usine, on a créé des tout nouveaux espaces, c'est-à-dire des types de relations. Par exemple, on a fait un groupe pour traiter un problème de maintenance, je rentre pas dans les détails techniques, mais dans laquelle on a mis des gens et puis on les a fait traiter un problème. On n'a pas mis du tout de manager, donc ils étaient vraiment que avec nous, etc., etc. Mais c'était un espace complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ces réflexes hérités de l'avenir. Et après un peu plus de quelques minutes de méfiance quand même, parce que ça existe quand même, les 50 ans sont là. Et ben ça va mieux. Et on arrive à dire, mais en fait, vous voyez, on arrive à faire des choses vachement intéressantes avec vos équipes. Il faut juste accepter de le faire dans des nouveaux espaces et dans des nouvelles relations, dans des nouvelles réunions, dans des nouveaux projets. Et en fait, je crois que c'est dans la passivité. La passivité, tu sais, c'est un petit peu comme quand toi, tu vas au marché le dimanche matin et que tu ne sais pas quoi cuisiner. Tu te balades dans les étals, tu as besoin que le primeur te dise « cette semaine, j'ai de très bonnes aubergines » pour te dire « ah oui, pourquoi pas des aubergines ?» Si c'est mal présenté et que le primeur fait pas son boulot, tu ne sais pas faire. Quand on est en management avec des gens passifs, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas quoi faire, eh ben, il faut leur proposer des choses, leur proposer des recettes nouvelles, leur faire envie avec des choses différentes, bien présentées, mais totalement différentes, pour éviter d'aller leur faire faire les choses les plus difficiles, d'aller vous mettre en direct avec ce qui vous terrorise, et qui vous terrorise à juste titre. Parce qu'en fait, c'est vraiment relou de poser des questions en réunion qu'il n'y ait personne qui parle. Donc on va vraiment essayer toujours de chercher comme ça une nouvelle, toujours un espace nouveau pour faire ça, un nouveau projet, des nouvelles personnes. Et puis petit à petit, on va connecter. Mais pas trop vite. Et notamment, il y a un truc que je ne fais plus dans ces cas-là, c'est que je ne fais plus de grande com. Je ne dis pas, mesdames et messieurs, dans les 6 prochains mois, l'usine change de management et désormais nous allons travailler un management qui descend, qui monte du bas et où tout le monde.
c'est le meilleur moyen de crisper tout le monde et d'arriver à rien. Donc je fais pas de com. Ça fait bizarre, on communique? Pas du tout. Faisons les choses dans notre coin, faisons-les bien et prouvons-nous que ça peut marcher, tu vois? Exactement. En fait, un recyclage fabuleux de l'expérience émotionnelle corrective, ce que tu fais. Tu fais faire discrètement une petite expérience un peu improbable à quelques personnes qui vont trouver que c'est vachement bien et puis qui vont en faire un petit peu plus la fois d'après Mmh. ou qui vont reproduire et c'est ça qui va faire des fleurs. Et C'est puis génial. voilà, et puis pas frontal sur les Ouais. choses qui les terrorisent. Ouais. Dans le cas de ta directrice financière, tu es obligé de traiter cette relation frontalement, mais dans le cas de la passivité, par définition, Bien tu sûr. pas de frontal. Donc du coup, tu peux inventer des choses. Et puis surtout, dans le cas de la passivité, tu as des solutions qui marchent et la solution qui marche, c'est le chef fait tout. Et Enfin, ça marche vachement bien. Ah oui. Ça marche vachement bien. Alors, au détriment de la santé, de l'engagement, de machin, de trucs. C'est une solution qui coûte extrêmement cher et dont en plus c'est pas la boîte qui paye le prix. Hein. Ah bah non. Mais ça marche. Ça semble marcher, ouais. Ça semble marcher. Et encore une fois, parce que les coûts sont cachés. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des organisations où on a l'impression qu'il y en a 10 qui prennent des initiatives Absolument. sur 300. Ouais. C'est parce que ces 10-là, pétris des meilleures intentions du monde, vont toujours compenser. Or, il faut pas compenser. Mais c'est tellement facile à dire quand on est consultant que moi, je leur dis, mais continuez à compenser là. Par contre, on va ouvrir un truc où là, dès le début, c'est pas possible de compenser, tu vois. Bien sûr. Et que voilà, c'est au jeu de Go, le territoire perdu est perdu. Cette réunion, tu compenses, tu compenses. Ouais. Et ça, c'est bon pour le moral, en fait. Exact, mais tellement. Et puis c'est déculpabilisant. Mmh. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui un discours qui est toujours, enfin, ou tellement souvent culpabilisant Mmh. autour du changement. Je veux dire, vous êtes pas bon ou pas Mmh. assez bon, il faut faire mieux, il faut s'améliorer, etc. Je veux dire, c'est ultra culpabilisant. Mmh. Et puis tu rajoutes en plus là-dessus les trucs de psy, de machin, d'intelligence émotionnelle, de tout ça, c'est pathologisant. Donc on met de la culpabilité d'un côté, de la pathologie de l'autre, et après ça, soyez performants les mecs. C'est exactement ça. Et je trouve que le truc du jeu de Go qui dit, mais en fait, la partie, elle a commencé bien avant nous. Elle est établie. Il y a plein de problèmes qui sont pas liés à nous. Nous, on essaye juste d'être un peu malin dans un territoire beaucoup plus grand. Ouais. Et ça, par rapport aux échecs, c'est quand même quelque chose de très différent, puisque les échecs et l'Occident, regardez comment ça se passe. On a le mythe de l'homme providentiel ou de la femme providentielle qui va tout changer. Moi, je prenais toujours cet exemple quand il était au pouvoir. Reprenez Obama, qui est probablement une des personnes les plus brillantes qu'on ait pu voir ces 20 dernières années. Un orateur absolument extraordinaire, fascinant, il est bon, il est intelligent, il est cultivé, c'est un type extraordinaire. Les critiques de Obama disent qu'il n'a pas changé les États-Unis comme il le souhaitait. Ben oui, en fait, parce que les États-Unis, c'est 200 ans d'histoire, 400 millions d'habitants, des problèmes de tous les côtés, et non, une personne extraordinairement brillante, même une personne de ce niveau-là, ne peut pas transformer à lui tout seul un système aussi complexe. Donc ce rêve de l'homme providentiel, de celui ou de celle qui changerait tout, hein, et c'est pas qu'en France, on est tout le temps déçus des élections parce qu'on croit qu'ils vont tout changer. Mais si on arrêtait de penser qu'ils vont tout changer, vous verrez on les jugerait avec plus de bienveillance et peut-être qu'ils seraient meilleurs à nos yeux aussi. Hein. Je trouve qu'il y a aussi ce truc de patience, de dire mais en fait c'est compliqué le monde. Donc faisons-le avancer, mais l'homme providentiel c'est compliqué. Ouais. Et puis faisons les choses à notre échelle. On pourrait parler des heures de jeux de Go tous les deux et avec vous, mais je pense que vous n'allez pas passer des heures sur YouTube à nous écouter. Si toutefois vous avez des questions, mettez-les en commentaire, demandez-nous. Si on n'a pas été assez précis, revenez nous voir, demandez-nous vos exemples. Et si vraiment vous voulez et que vous le réclamez à corps et à cri, peut-être on fera un épisode 2 avec d'autres exemples qu'on traitera tous les deux. Qu'en penses-tu ? Ah oui, avec plaisir. Ah ben voilà, parfait. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Cécile d'avoir été avec moi pendant ce bref moment avec nos caméras. Merci Patrick de m'avoir reçu. On peut te retrouver sur LinkedIn. Oui. Donc Cécile Guinbeau, alors là, l'orthographe, bon, vous trouverez G-I. Ça s'écrit en bas. Voilà, Ça s'écrit en bas. cherchez dans les commentaires de l'épisode, ce nom est inorthographiable. Voilà, et donc contactez directement Cécile, elle sera ravie d'échanger avec vous sur sur vos problèmes ou vos questions relationnelles et vos impasses stratégiques. Moi, j'avais envie de dire quelque chose. C'est, je trouve que pouvoir communiquer de manière collaborative avec des confrères, c'est assez rare. C'est une complicité qui est assez rare et je trouve que finalement, c'est assez représentatif du jeu de Go dont on a parlé aujourd'hui. Eh ben oui, c'est ce que je crois aussi. Merci beaucoup Cécile de t'être prêtée au jeu. Merci à tous de nous avoir regardés jusque-là et on se retrouve bientôt pour une nouvelle table ronde.